un instant. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre participation à cette 4e conférence du très beau cycle de conférences Explorer le plurilinguisme. C'est un plaisir de se retrouver encore une fois et cette fois-ci sur le thème de… Alors, attendez, je vais vous donner la version en français. Diversité culturelle et linguistique en contexte scolaire, défi. Alors, c'est une question très intéressante qui nous touche beaucoup, bien sûr au Chili, qui touche des gens partout dans le monde. Cette conférence est organisée par l'Institut français du Chili et l'ambassade de France au Chili, évidemment que nous remercions, et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Ignacio Reyes et Abdeljalil Akari. Donc, je vous les présente pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Monsieur Akari est professeur en dimension internationale et comparative de l'éducation à l'Université de Genève. Il a récemment occupé le poste de président de la section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève et enseigné à l'Université de Fribourg, à l'Université du Maryland, aux États-Unis. Monsieur Akari a publié différents ouvrages, dont Approche interculturelle et éducation, aux éditions de l'Université de Laval, et Éducation à la citoyenneté mondiale, aux éditions Springer en 2020. Il a également développé un MOOC sur le thème culture et pédagogie. Ses principaux travaux de recherche concernent l'éducation interculturelle, l'internationalisation des politiques éducatives et la coopération internationale en éducation. C'est exactement ce qu'il faut. Et Ignacio Reyes, on connaît bien ici, puisque, entre autres, on va le présenter rapidement, mais je tiens à préciser que Ignacio est un des enseignants de français de l'Institut français et que c'est un très grand plaisir pour nous de travailler avec lui au quotidien. À part cette activité chez nous, il est également docteur en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Il est professeur de français à l'Institut français, on vient de le dire, excusez-moi, et au département de français à l'Université métropolitaine de sciences de l'éducation. Il est chercheur postdoctoral à l'Université de Playa Ancha. Ses thèmes de recherche sont la privatisation de l'école et les écoles alternatives et libres. Depuis ses études à l'université, il défend avec talent et brio la langue française et son retour dans les programmes scolaires chiliens. Alors, je vous remercie, enfin, nous vous remercions vraiment, Ignacio et M. Akari, d'être avec nous aujourd'hui. On voit que vous êtes très occupés et très actifs pour l'éducation et en particulier l'enseignement du français et en français. Je me permets juste de switcher une seconde en espagnol. Si acaso hay alguien que está intentando de escuchar esa conferencia, tenemos la opción de la interpretación, que es abajo a la derecha de su pantalla. À la derecha. Voilà, merci beaucoup. Alors, très rapidement, donc, on va avoir les présentations en français et en espagnol et Andrea, notre interprète, va les interpréter dans l'autre langue pour que tout le monde ait l'information. Simplement, on va attendre vos questions que vous pouvez rédiger dans la section, alors, je ne sais pas dans quelle langue vous avez Zoom, Q&A, questions-réponses, preguntas y respuestas. C'est un petit bouton qui est également dans votre écran à côté de chat. Donc, vous pouvez écrire vos questions. Peut-être on y répondra directement par écrit ou sinon on les posera à nos intervenants à la fin de la conférence. Je remercie donc bien sûr tous les nos conférenciers et également les participants et j'espère que vous aurez des questions pour que nous puissions continuer le débat après les présentations. Je vous laisse la parole, merci beaucoup et puis on se retrouve après les présentations pour les questions et les discussions. Voilà, je crois que c'est à moi de commencer. Merci beaucoup pour l'invitation pour parler d'un thème très important, me semble-t-il, non seulement pour l'école, mais aussi pour les sociétés contemporaines. Alors évidemment, aborder la diversité culturelle et linguistique à l'école ou en contexte scolaire représente beaucoup de défis, mais ce que je vais essayer de dire pendant ma conférence, c'est qu'on n'a pas le choix finalement. Ce que je vais montrer que la prise en compte de la diversité des cultures et des langues à l'école n'est pas facile,
mais tous les systèmes éducatifs contemporains n'ont plus le choix. Et si ces systèmes veulent fonctionner avec plus d'équité et de justice sociale, ces systèmes doivent intégrer la composante culturelle et linguistique. Je vous remercie aussi de ma présentation. Je vais partager dans la discussion commune un certain nombre d'accès à mes travaux de recherche et de cours. Et notamment, il y a 2 livres, malheureusement en anglais, ils ne sont pas en espagnol, qui sont en accès libre sur Internet, que vous pouvez bien sûr consulter si ces livres vous intéressent. Finalement, ce que j'aimerais vous parler, c'est en 5 points que je vais proposer maintenant et essayer en 30 minutes d'aborder. Le premier point est la question de la forme scolaire et l'école comme un espace monoculturel. Le deuxième point, j'essaierai d'expliquer pourquoi les systèmes éducatifs ont été obligés de s'ouvrir à la diversité culturelle et linguistique. Le troisième point, il est utile d'examiner les défis de la multiculturalité d'un point de vue comparatif. Donc, je vais essayer rapidement de dire que les différents systèmes éducatifs dans le monde n'abordent pas le thème que nous avons de notre débat aujourd'hui de la même manière. En quatrième point, je vais expliquer comment peut-on opérationnaliser la prise en compte de la diversité culturelle et linguistique dans les politiques éducatives. Et je vais conclure le point 5 en disant que l'interculturalité, la multiculturalité sont une aventure ambiguë. Je reviendrai sur le terme ambigu un peu plus tard, mais cette aventure ambiguë mérite d'être construite à l'école. Donc, je vais commencer le premier point, qui est un point un peu de provocation. J'aimerais dire aux participants à cette conférence que l'école n'est forcément pas un bon endroit pour faire fonctionner la diversité culturelle et linguistique. Alors, je prendrai un contraste avec la musique et la nourriture. Quel que soit le lieu que vous allez dans le monde, je suppose au Chili aussi, et vous écoutez une production musicale, vous allez vous rendre compte des influences multiples que la musique intègre assez naturellement. La même chose pour la nourriture. Vous rentrez dans un restaurant, vous abordez la cuisine d'un pays donné et vous allez vous rendre compte très vite que la cuisine, la nourriture, est un espace d'intégration d'influences multiples. Malheureusement, l'école, et notamment depuis l'obligation scolaire de la fin du 19e siècle, n'est pas un lieu favorable pour la prise en compte de la diversité culturelle et linguistique. Pourquoi? On peut se demander pourquoi. Dans la plupart des pays du monde, les systèmes éducatifs ont été conçus sur la base d'une langue, d'une identité nationale, d'une nation et d'un type de citoyen théoriquement libre. Je pense que l'école intègre dans son ADN le nationalisme, la priorité donnée à la culture de l'écrit, et donc l'école est un lieu de prospérité, d'une identité monoculturelle. Alors, pour l'illustrer, j'aimerais vous rappeler que partout dans le monde, tous les jours, des millions d'élèves saluent le drapeau national et portent allégeance à l'État-nation. Or, on sait tous, et le Chili est bien placé à ce niveau, que la nation unitaire n'a pas toujours été capable d'intégrer tous les groupes nationaux qui la composent.
Et donc, je dirais, la forme scolaire monoculturelle a toujours laissé de côté ce qu'on appelle les colonisés, les minorités linguistiques ou ethniques. Pour illustrer mes propos, et rien ne vaut une citation de Jules Ferry. Vous savez que quand on parle de l'école républicaine en France, on évoque souvent Jules Ferry. Et je souhaite partager avec vous, dans la discussion, un extrait d'un discours que Jules Ferry a fait dans le Parlement français en 1885. Et je vous laisse lire le discours, mais ce qui est intéressant, c'est que Jules Ferry est situé sur l'échiquier politique comme un progressiste, fondateur de l'école républicaine en France, mais vous allez voir que dans cet extrait, il considère que les peuples qui sont scolarisés et éduqués sont plus civilisés que les peuples qui n'ont pas eu accès à l'école. Et donc, vous voyez très bien avec cet extrait, malgré la générosité que Jules Ferry propose dans son discours, il y a l'idée que les peuples qui ont été scolarisés, qui maîtrisent la culture de l'écrit, seraient qualitativement supérieurs aux autres peuples, ce qui évidemment, on le sait maintenant, par les travaux d'anthropologie, par les travaux interculturels, que la question de la civilisation est une question qui a été orientée au détriment de certains peuples. Je dirais alors maintenant, après cette critique dans ce premier point de l'ADN de la forme scolaire comme une forme monoculturelle, je pense qu'il faut reconnaître à l'école sa tentative de se dissocier des institutions religieuses et sa tentative d'organiser la société sur la base de la science, sur la base de l'esprit critique. Et donc, l'esprit critique est quelque chose qui a été positif dans l'aventure de la forme scolaire, dans le sens où l'esprit critique, c'est la capacité de nous amener à décider et à agir en conscience et en toute liberté. Deuxième point de mon intervention, pourquoi l'école a été obligée de s'ouvrir au monde multiculturel qui l'entoure. Alors, on peut dire que l'école, les systèmes éducatifs partout dans le monde ont été obligés de s'ouvrir à la multiculturalité et à la pluralité linguistique dans les années 50-60. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde dans les années 50-60? Il y a eu dans de nombreuses régions du monde un processus de décolonisation, mais dans un certain nombre de pays industrialisés, et en particulier aux États-Unis, il y a eu un processus de démocratisation et un mouvement des droits civiques. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la prise en compte de la diversité culturelle et linguistique ne peut se dérouler que dans un espace politique pluraliste et dans un espace politique qui reconnaît l'existence de mouvements de droits civiques. Si je n'ai pas beaucoup de temps de rentrer dans le détail sur ce processus historique, mais on peut citer des noms comme ceux de Martin Luther King pour les États-Unis ou de Nelson Mandela pour l'Afrique du Sud qui parle de nation arc-en-ciel. Donc, le premier aspect qui a bousculé la monoculturalité de l'école, c'est le processus de décolonisation et de mouvement de droits civiques. Le deuxième phénomène est le phénomène de migration internationale. Les migrations internationales, le mouvement des réfugiés, la globalisation des migrations font que tous les systèmes éducatifs sont actuellement confrontés à des élèves qui ne parlent pas les langues d'instruction et donc l'école est confrontée à la prise en compte de langues et de cultures multiples à l'école. Même des pays comme le Chili ont été confrontés maintenant depuis quelques décennies à l'arrivée d'élèves qui ne maîtrisent pas l'espagnol en tant que langue d'instruction au niveau national.
je dirais, le troisième aspect qui justifie la prise en compte des langues et de culture à l'école, c'est que nos sociétés contemporaines sont organisées autour de l'individu comme valeur importante, autour de l'individualisme. Or, l'individu, si on reconnaît sa légitimité, cela nous amène à reconnaître tous les attributs de l'individu et notamment sa diversité linguistique et culturelle. Alors, mon troisième point, rapidement, est-ce que tous les systèmes éducatifs ont été amenés à prendre en compte la diversité culturelle de la même manière? Alors, je réponds oui et non. Oui, dans le sens où le multiculturalisme et l'interculturalisme circulent d'un pays à l'autre, mais quand on analyse d'une manière approfondie la prise en compte de la différence, qu'elle soit linguistique ou culturelle à l'école, on se rend compte qu'il y a des caractéristiques particulières. Si on prend par exemple les États-Unis, qui sont un petit peu une référence dans ce domaine-là, on peut dire que la prise en compte de la diversité culturelle et linguistique est liée au mouvement des droits civiques. Alors, en deux mots, les mouvements des droits civiques, c'est des minorités ethniques et linguistiques, aux États-Unis principalement les Afro-Américains et les Hispaniques, qui descendent dans la rue et au nom de l'égalité, ils demandent la prise en compte de leur culture. Et encore plus compliqué parce que jusqu'aux années 60, il y avait une politique officielle de ségrégation raciale qui faisait que les élèves blancs et noirs ne fréquentaient pas les mêmes bancs à l'école. Quand on compare avec ce qui se passe en Europe et on essaye historiquement de voir comment la prise en compte des langues et des cultures est arrivée à l'école en Europe, on peut dire que c'est essentiellement grâce au mouvement migratoire. L'arrivée de migrants, de familles migrantes et de leurs enfants à l'école ont fait que l'école a dû s'ouvrir à la diversité culturelle et linguistique. Évidemment, l'Europe, c'est un espace et un continent très vaste. Ce qui se passe en Suisse n'est pas la même chose de ce qui se passe en France ou en Espagne. Juste quelques mots par rapport à ce qui se passe en France. Je crois que le défi principal de la prise en compte des langues et de culture en France, c'est un peu la peur des communautarismes. C'est-à-dire, l'idée du communautarisme, c'est que si vous commencez à valoriser les langues et les cultures minoritaires, vous allez peut-être amener une menace à la cohésion nationale. Or, le communautarisme apparaît comme un phénomène particulier, peut-être lié à l'identité religieuse plus qu'à l'identité linguistique et culturelle. Et on peut dire que la demande des minorités en général par rapport à l'école dans le monde, c'est une demande d'intégration, d'égalité, plutôt qu'une demande différentialiste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Amérique latine? Comment la thématique de la prise en compte de la diversité culturelle est arrivée à l'école? On peut dire rapidement en Amérique latine, durant la période des dictatures militaires, il n'y avait pas d'espace réel pour la prise en compte des minorités linguistiques et culturelles. Donc, on peut comprendre clairement que la valorisation de l'interculturalité, de multilinguisme est liée au processus de démocratisation, est liée au processus aussi de vigueur des mouvements indigènes en Amérique latine qui ont réussi dans un certain nombre de pays comme le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, à devenir des acteurs majeurs de la construction de l'identité nationale. Ce même processus, je pense, est actuellement en cours au Chili. Alors, dernier élément, quand on élargit au-delà de l'Amérique latine, l'Europe et l'Amérique du Nord, on peut dire, malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique où je travaille, les priorités des systèmes éducatifs sont ailleurs et la prise en compte
de la diversité culturelle et linguistique reste modeste, ce qui, de mon point de vue, est une erreur, parce qu'évidemment, si vous prenez le cas de l'Afrique, le fait que dans la plupart des pays d'Afrique, on utilise des langues coloniales que la plupart des élèves et parfois les enseignants ne comprennent pas, font que les systèmes éducatifs et l'école n'est pas encore une institution pertinente. Maintenant, je ne vais pas rentrer peut-être dans les questions sur les débats entre assimilation, intégration, différence à l'école. J'ai tendance à dire que la vraie question à l'école, ce n'est pas la question de l'assimilation et de l'intégration. La vraie question est la question de la justice sociale. Autrement dit, est-ce que l'école traite ou tente de traiter tous les élèves d'une manière juste et équitable en valorisant leur culture et langue, ou bien est-ce que l'école donne des privilèges à certaines langues et certaines cultures par rapport à d'autres? Enfin, quand on essaie de comparer la manière dont le défi de la pluralité linguistique et culturelle est pris en compte à l'école, on ne peut pas oublier que la manière dont l'école traite les minorités ethniques et linguistiques ressemble fortement à la manière dont la société traite ces mêmes minorités linguistiques et culturelles. Donc, même si l'école est une institution différente dans la société, elle s'intègre toujours dans une société donnée. Comme l'a dit le pédagogue brésilien Paulo Freire, dans une certaine mesure, l'école n'est que le reflet de la société. Dans une société inégalitaire, l'école est aussi inégalitaire. Maintenant, je vais aborder le point 4 et celui de l'opérationnalisation de la prise en compte de la culture et des langues dans les politiques éducatives. Alors, ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est que il est légitime de tenir compte des langues et de cultures à l'école. Mais dans ce point 4, ce que je vais insister, c'est sur le fait que de la difficulté d'opérationnaliser cette prise en compte des langues et des cultures. Parce qu'évidemment, quand vous avez dans une classe ou dans une école de multiples langues, de multiples cultures, se pose par exemple la question: quel curriculum choisir? Comment utiliser les différentes langues des élèves? A-t-on la possibilité de mettre en place une véritable éducation bilingue ou multilingue? Comment traiter la question de la religion ou de la laïcité à l'école? Et donc, je dirais, l'opérationnalisation de la prise en compte des langues et des cultures à l'école est une tâche difficile. Parce que rien que sur la question du curriculum, il y a des enjeux de fragmentation ou des enjeux de conflit. Par exemple, comment enseigner la découverte des Amériques dans les systèmes éducatifs des pays d'Amérique latine? Faut-il enseigner la découverte, entre guillemets, en tant qu'événement historique important qui a amené, entre guillemets, la civilisation en Amérique latine, ou faut-il le traiter comme une catastrophe pour les peuples indigènes qui ont vu leur culture disparaître ou menacée par l'arrivée des colons portugais, espagnols ou anglais pour l'Amérique du Nord? Je ne vais pas trancher la question, je dis que la tâche de l'école est peut-être de présenter différentes narratives et de ne pas se contenter du récit national par rapport à un thème comme la découverte des Amériques. Les enseignants, évidemment, ont un rôle clé à jouer dans l'opérationnalisation de la prise en compte de la langue et de culture à l'école, et j'espère que dans le débat, on reviendra sur ce thème. Pour conclure et respecter le temps imparti, ce que j'aimerais dire, c'est l'interculturel, le transculturel, le multiculturel. Vous pouvez choisir le terme que vous voulez à l'école
est une aventure ambiguë, est un processus qui est entouré avec beaucoup de tensions, mais ce processus, ce chemin, mérite d'être parcouru et à l'école, nous avons l'obligation de construire une école qui accueille, une école qui permet que permita una educabilidad universal. Apprenant avec ces caractéristiques, nous devons l'amener à se développer et à réaliser le plein de son potentiel. Donc, l'interculturel n'est pas, je dirais, n'est pas libre d'ambiguïté, de tensions créatrices. Si vous prenez, par exemple, un enfant indigène en Amérique latine, évidemment, il serait utile qu'il maîtrise sa langue maternelle. Il est aussi obligatoire qu'il maîtrise la langue commune ou la langue nationale, l'espagnol, mais il est aussi important qu'il puisse apprendre des langues étrangères comme le français, l'anglais ou d'autres langues. Et évidemment, un enfant amérindien, un enfant indigène, il va être pris dans un mouvement ambigu, il va être pris dans un mouvement de biculturalité, voire de transculturalité, et le rôle de l'école est de l'amener à additionner des langues et des cultures additionnelles plutôt que de l'amener à soustraire sa langue et sa culture d'origine. Et donc, la question de l'interculturalité, de la multiculturalité, c'est une problématique à construire et c'est une problématique dans laquelle il faut impliquer tous les acteurs scolaires, que ce soit les élèves, les enseignants et les gestionnaires. Pour conclure, il me semble que le défi futur de toutes les sociétés et de tous les systèmes scolaires est lié à la notion de justice et d'équité. J'en ai parlé un petit peu avant. La justice et l'équité, ça nous ramène forcément à traiter des questions d'injustice, des questions de discrimination et de la question de la bienveillance nécessaire envers tous les apprenants. Je vous remercie de votre attention et j'espère que la vitesse était aussi favorable pour la traduction. Merci infiniment, Monsieur Akari, pour cet exposé très clair et très intéressant. On va passer la parole à Ignacio Reyes. En attendant, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre dès à présent vos questions dans l'espace dédié questions-réponses en bas pour qu'ensuite on puisse avancer dans la discussion tous ensemble. Je passe la parole, Ignacio. Merci beaucoup. Bueno, muy buenos días. Bonjour, merci de la présence de vous tous et tous ceux qui ont assisté à cette conférence. Merci beaucoup à Héloïse, Claire, professeur Akari et Andrea aussi pour l'interprétation. Je vais me diriger à vous en espagnol. Écoutant monsieur le professeur pour sa présentation si intéressante, je me suis arrêtée un moment de sa présentation sur ce qu'il disait concernant les périodes des années 50, 60, avec le début des processus d'indépendance, déscolarisation en Afrique, en Asie, de décolonisation. Et donc, apparaît cet éveil des langues, des peuples. En una multiplicidad de nuevas naciones que se forman en estos dos continentes. Y pensaba mientras el profesor mencionaba este hecho, cómo estas nuevas naciones fueron, por ende, estructurando sus sistemas educativos, adecuándolos a
estas nuevas demandas que aparecen en estas naciones nuevas. ¿Qué ocurría en Chile en esos momentos desde el punto de vista de la enseñanza de los idiomas? Y es interesante, el mismo profesor lo mencionaba en su exposición, cuando se refería a cómo zanjar el tema de la diversidad cultural y lingüística en los sistemas educativos. Teniendo en cuenta que los sistemas educativos, como bien lo dice también el profesor y lo decía Paulo Freire, son un reflejo también, la escuela es un reflejo, ¿no?, de la sociedad. Y es interesante ver cómo los procesos son distintos de una latitud a otra, de un lugar a otro. ¿Y qué ocurría en Chile en esos instantes? Había sin lugar a dudas también un aire, un movimiento hacia una mayor justicia social, que se vio reflejada en numerosas medidas, por ejemplo, la reforma agraria, si lo pensamos también en los mismos gobiernos de Eduardo Frei Montalva y después de la Unidad Popular con Salvador Allende. Y es precisamente en estos dos gobiernos donde, aun cuando están estos aires y estos vientos, más bien de cambio, de mayor equidad, de democratización también de la educación, tanto en la cobertura como también en la calidad, aunque en aquel tiempo ese concepto no se fraguaba todavía en la sociedad. Sin embargo, a la luz de esos mismos ideales de democratización, de ampliar la cobertura escolar en el país, las políticas lingüísticas de enseñanza de idiomas tendieron más bien a reducirse. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la reforma educacional, perdón, del gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1965, como un hecho principal de esta, más bien diría yo, reducción de la enseñanza de los idiomas extranjeros en el currículum. Y del mismo modo podríamos tomar una referencia interesante que fue la ley indígena durante el gobierno de la Unidad Popular, que fue una ley muy avanzada en comparación a la segunda ley indígena que ocurrió en 1993, en el gobierno de Patricio Aylwin, avanzada fundamentalmente en el tema de la restitución de tierras hacia el pueblo mapuche, fundamentalmente. Y sin embargo, la cuestión de la enseñanza de la lengua y la cultura mapuche, el mapungún, no aparece en la ley. No aparece en la ley, o queda relegada a normativas posteriores, pero no queda explícito en la ley. Y eso es algo interesante, porque pese a que el país transitaba hacia caminos más bien de democratización, estos temas no se condecían tanto con lo que estaba ocurriendo en otros contextos, en ese mismo momento en el orbe. Y justamente a partir de este punto, de este momento de la historia, es que yo quisiera presentarles mi intervención que he preparado, y que tiene que ver fundamentalmente quizás con el punto número 4 que el profesor planteaba, que es operacionalizar, cómo podemos implementar en la práctica la diversidad cultural y lingüística. Pero para responder quizás a esta parte de cómo operacionalizar, sería bueno quizás observar qué ha ocurrido hasta el momento
en nuestro sistema educativo, en el sistema educativo chileno. Perdón cuando diga nuestro, porque entiendo que también tenemos público de otros países. Pero me referiré a las políticas educativas en Chile sobre la enseñanza de idiomas, y fundamentalmente idiomas extranjeros, aunque también voy a mencionar algo sobre la enseñanza de la lengua de los pueblos originarios. No es mucho lo que podré mencionar, básicamente porque la historia de la enseñanza de las lenguas de los pueblos originarios es más bien, está más bien ausente. Cuando el profesor justamente hablaba de cómo abordar el descubrimiento de América o la invasión, hay diversas maneras que le podemos llamar. Me recordaba justamente del título de un libro del filósofo Enrique Dussel, que lleva como título 1492, El ocultamiento del otro. El ocultamiento del otro. Justamente, ¿qué pasa con las lenguas de los pueblos originarios en el sistema educativo chileno? Pues bien, han estado más bien ocultas. Bien. Ahora voy a compartir pantalla. Aquí vamos. Creo que esto va a rápido. Bien. ¿Estamos? Ahí sí, ahorita. Bien. Bueno, he preparado una pequeña cronología, si ustedes quieren, de cuáles son los hitos principales de la enseñanza de idiomas extranjeros. Y vamos a poner extranjeros porque de eso se trata más bien la política educativa chilena al respecto. Algunos hitos importantes que es necesario. ¿Por qué? Cuando yo pensé en esta intervención, me recordaba de cuando yo estudiaba la pedagogía en francés aquí en Chile, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el expedagógico. Recordaba que de cuando en vez, y me encontraba con gente, vecinos, ex compañeros del colegio, que me preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Ah, no, yo estoy estudiando pedagogía en francés, voy a ser profesor de francés. ¿Todavía se enseña? Me decía. ¿Existe? Entonces esa pregunta, me imagino que otros colegas profesores de francés que estarán presentes ahora en esta conferencia habrán escuchado, le habrán hecho la misma pregunta. Imagino que sí. Entonces esta pregunta revela varias cosas. Revela, por un lado, qué ha ocurrido, qué se sabe de la enseñanza de idiomas extranjeros en el sistema educativo chileno, y por otro lado, pareciese que fue algo que ocurrió en algún momento de la historia, hace un par de siglos, en algún momento perdido. Quizá esos libros de francés o de alemán están ahí guardados en algún archivo, en algún mueble. Es una historia, fue una leyenda quizá. Y eso es interesante señalar, porque justamente en esta idea de operacionalizar, que como muy bien también lo decía el profesor, qué difícil es cómo llevar a la práctica la diversidad cultural y lingüística a la escuela. No ocurre lo mismo con la música o con la comida, como decía el profesor, donde la mezcla, las hibridaciones que pueden haber culturales son más fáciles. En la música lo podemos ver. Cuánta mezcla, cuánta fusión, hasta un género se le llama fusión, ¿no? Pero esto no ocurre en los sistemas educativos, que son siempre más complejos, más estructurados, que tienen lineamientos, que también están sujetos a las políticas y a los políticos de turno,
también hay un contexto internacional, en fin, son muchos los factores, mucha también en la rigidez, y las complejidades también son bastantes y van en distintos puntos muchas veces. Ahora bien, en cuanto a la enseñanza de idiomas extranjeros, ¿qué podemos decir? En primer lugar, podemos decir que esta ha estado presente siempre, desde los inicios del sistema educativo chileno. Y fundamentalmente, si nos remitimos al siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, vamos a encontrarlo muy fuerte. Los idiomas extranjeros en plural, justamente dentro de este ideario de construcción de la nación, de una construcción del ser chileno, de los ideales justamente venidos de Europa, construcción de la nación, de construcción donde la instrucción era percibida como un elemento distintivo justamente de aquellos pueblos públicos considerados en aquel tiempo como bárbaros. También está esta idea que mencionó el profesor y que están las palabras también de Jules Ferry, justamente esta idea de civilización. Entonces, el sistema educativo chileno caminó por esas mismas vías. Y en tal sentido, el aprendizaje de las lenguas modernas y de las lenguas clásicas formó parte central en su construcción. Fue uno de sus pilares. No hay documentos, no hay acta de fundación, no hay discursos de fundadores donde no se haga mención a las lenguas extranjeras, a las lenguas clásicas dentro de sus programas, de sus planes y programas. Podemos ver como hito número 1 la apertura del Instituto Nacional. Ya el Instituto Nacional consagraba un área para lenguas modernas, inglés, francés y alemán, y otra para las lenguas clásicas, el latín y el griego. Caminando paralelamente, los liceos privados, el Liceo de Chile, el Colegio de Santiago también, implementaban las mismas medidas también. Estos son, digamos, hechos importantes que nos van a marcar un camino que le va a dar una identidad a la presencia de los idiomas extranjeros en las políticas educativas chilenas, y que también va a tener su repercusión en la creación y apertura de distintas universidades de la educación superior. La Universidad de Chile en 1842, la Universidad Católica, la creación del Instituto Pedagógico y también la fundación de la Universidad de Concepción, solo por nombrar a estas 4 instituciones muy importantes por lo demás en esta construcción del sistema educativo chileno. Con la creación del Instituto Pedagógico también comienza, caminando también en paralelo con la creación de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, y del Instituto Pedagógico, aparece una primera ley importante, una ley marco, como le llamaríamos ahora, sería la Ley de Instrucción Secundaria y Superior, la cual por primera vez se detalla de manera explícita la enseñanza de idiomas extranjeros, inglés, francés y alemán. Es importante señalar que esto se hace de forma explícita, Ahora bien, al mismo tiempo,
que ocurren estos hechos que vengo de mencionar y de mostrar, también ocurre la discusión y posterior aparición de la ley de instrucción primaria obligatoria. ¿Qué ocurre con esta ley de instrucción primaria obligatoria? Ahí no aparecen, no están presentes los idiomas extranjeros, del mismo modo que en la formación de los profesores normalistas, en las escuelas normales tampoco, solo el inglés, solo el inglés. Entonces, ahí, en esta construcción del sistema educativo chileno, aparece dos hechos. Por un lado, los hasta el día de hoy considerados liceos emblemáticos dieron un lugar a las lenguas extranjeras, y por otro lado, el sistema de educación superior, las universidades. Situación que se ve refrendada en la ley de instrucción secundaria y superior. No ocurre esto con la enseñanza primaria, donde no aparece los idiomas extranjeros. Aparece solamente el aprendizaje del idioma patrio, así lo señalaba esta ley, ya por el 1920. Ahora bien, con la creación del Instituto Pedagógico, por primera vez se le encargan a pedagogos una construcción, si ustedes quieren, del marco curricular, o de una profundización, digamos, del sistema educativo chileno, que hasta el momento estaba más bien disgregado. Enseñaban materias o asignaturas más bien de forma separada, y no existía una cohesión como tal, y con el mismo objetivo de darle una identidad a este sistema, se le encargan a pedagogos franceses, alemanes, la creación de un modelo. ¿Cómo nos vamos a estructurar? Y en tal sentido, ya en 1893 aparece el método concéntrico, que organizaba el currículum nacional, que le daba una progresión a los ciclos y a los años de estudio, tanto primario como secundario y superior. Y en tal método presentado en el Instituto Pedagógico, justamente, aparece también un lugar importante para los idiomas extranjeros. Cuando digo idiomas extranjeros me refiero fundamentalmente a inglés, francés y alemán. La discusión sobre qué idioma extranjero tenía que tener la prioridad llegó hasta una reforma del plan de estudios en 1902, donde se decide estructurar los idiomas según las regiones del país, darle un ordenamiento geográfico más bien. Por lo tanto, el inglés se decide darle mayor fuerza en el norte, con las salitreras, el francés en el centro y el alemán en el sur. Y esta discusión continuó en el Congreso Nacional de Enseñanza Secundaria, que reagrupó justamente a muchos de estos pedagogos que elaboraron el método concéntrico y a los rectores de las universidades a discutir sobre cuál tenía que ser ese idioma. Habían unos que decían, por un lado, que es más importante para el comercio. Otros decían qué idioma es más fácil de aprender. Y esto ocupó espacio. Nuevamente, el lugar explícito que se le dio es muy importante, muy importante.
Quisiera pasar rápidamente ahora a la segunda mitad del siglo, ahora del siglo XX, que es más bien donde comencé mi intervención, y tiene que ver con la reforma educacional de 1965. ¿Por qué? Porque hasta durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el sistema educativo chileno transitó más bien por una construcción del mismo, una construcción de este sistema, de fortalecer esos pilares, y dentro de esos pilares los idiomas extranjeros en plural eran un pilar más, un pilar más. Ahora, con la reforma educacional, los idiomas extranjeros que estaban explicitados pasan a denominarse idioma extranjero, en singular. Ya en los 80, digamos, remitiéndonos a un documento legal, en 1984, se elimina la obligatoriedad de enseñar otro idioma, es decir, se le da la prioridad solamente al inglés, ¿no? Y ya entramos definitivamente en esta idea de la flexibilidad curricular, es decir, de cada establecimiento podrá definir sus propias políticas, sus propios planes y programas, más bien, ¿no? Y interpretar justamente qué idioma extranjero ofrecerle a su alumnado. Y esta flexibilidad curricular pasa más bien a quitar esta característica de explícita que tenían los idiomas extranjeros en los cuerpos legales. Y ya la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990, quita la palabra idioma extranjero y le llama apreciar otros modos de comunicación, con lo cual la interpretación puede ser bastante diversa. En esta misma lógica de flexibilidad curricular, la reforma educacional lo que hace es más bien tratar de ordenar, pero desde el currículum, esta idea de apreciar otros modos de comunicación, ordenando el plan de estudios entre un sector mayor, llamado lenguaje y comunicación, y dos subsectores, un subsector llamado lengua castellana y otro sector llamado idioma extranjero, sin precisar de qué idioma hablamos, ¿no? Algunos hechos finales que nos muestran cuál ha sido la evolución de la enseñanza de idiomas extranjeros en la política educativa, en la publicación de los planes y programas de francés, por ejemplo, que solamente habían para inglés en 2002, donde se dan dos modalidades de enseñanza. Y la sucesora de la LOCE, la Ley General de Educación, cambia el apreciar otro modo de comunicación a uno o más idiomas extranjeros, que en la práctica, que en la fase de operacionalizar que mencionaba el profesor, se trata más bien de un idioma. Por último, tenemos sin embargo, algunas medidas a contrario senso, como por ejemplo la aparición, la adopción de más idiomas. Aparece nuevo esto de idiomas en plural en liceos bicentenarios o en liceos municipales también, en la educación pública, sin olvidar, lógicamente, el lugar que ocupa la enseñanza de idiomas extranjeros en liceos, en establecimientos particulares pagados.
pero en lo que se refiere a la educación pública aparecen también iniciativas que van un poquito en contracorriente a lo que ha ocurrido a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. ¿Qué nos dicen todas estas fechas, estos hechos? En primer lugar, que los idiomas extranjeros han estado presentes en el sistema educativo chileno desde sus inicios. Presente más bien en la enseñanza secundaria y en la superior, con la creación de universidades. Dentro de esta construcción del sistema educativo, de su edificación, de darle cuerpo a este sistema, aparecen los idiomas extranjeros como parte importante. Ya a partir del siglo XX, de la segunda mitad, comienza paulatinamente a reducirse. Curiosamente dentro de un ideario de democratización de los sistemas educativos. Curiosamente. Ahora, cuando los idiomas extranjeros aparecieron explícitamente en diversos cuerpos legales y en diversas políticas educativas, como por ejemplo esta iniciativa de pedagogos del Instituto Pedagógico de crear o de aplicar este método concéntrico, cuando aparecieron explícitamente, efectivamente los idiomas extranjeros se impartieron en el sistema educativo formal. Por lo tanto, cuando dejaron de aparecer los idiomas extranjeros de manera explícita en los cuerpos legales, se suscitó el efecto contrario, tendieron a desaparecer, han tendido a desaparecer hasta ahora. Sin embargo, pese a esta reducción o disminución, también han aparecido iniciativas de muchos y muchas educadores, educadoras en distintos contextos. En el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XXI, de diversos educadores y educadoras, tanto en contextos macro, como podría ser los educadores del Instituto Pedagógico, con el método concéntrico, como diversos educadores que a escala local se la han jugado, digamos, por así decirlo, por incluir más idiomas en el currículum, en diversas experiencias educativas, diversas escuelas y colegios. Esta idea queda muy interesante porque hace pensar que, por un lado, para que exista una cabida más a lenguas extranjeras y lenguas de nuestros pueblos originarios, sin lugar a dudas que es necesario un cambio a nivel político, a nivel de cuerpos legales. Eso es importante. Indudablemente que es más difícil si los idiomas no están explícitamente presentes, a que si lo estuvieran, pero no basta solamente con aquello, también se necesita de la audacia, si pudiésemos llamarlo así, o la voluntad de educadores y de personas que de verdad en sus contextos quieran darle cabida a los idiomas. Por último, ¿qué ocurre con los pueblos originarios? La ley indígena de 1993 propone un sistema de educación intercultural bilingüe en las áreas de alta densidad indígena, 20% del alumnado, lo cual lo reduce más bien, salvo excepciones muy honrosas, a las zonas, en el caso del pueblo mapuche, en la región de la Araucanía y en el Alto Biobío, y que son las zonas de mayor concentración de población de pueblo originario. La pregunta que aparece ahí es qué ocurre con
la inmensa población mestiza de este país, que tiene orígenes o sangre de pueblo originario. No pueden, si uno no está en una zona con alta densidad indígena, repito. Lo cual también ahí abre la discusión a cómo esta fase de operacionalización se lleva a cabo de manera efectiva. Cuáles son aquellos puntos contradictorios que hay que subsanar y de qué manera se puede avanzar. Entonces, la presentación que he querido hacerle, que fue más bien mirando para atrás, pero la idea es que a partir de estos datos, de esta información histórica y sobre todo con la reflexión que nos ha entregado el profesor Akari, cómo podemos pensar en la diversidad cultural y lingüística, tanto en los sistemas educativos como también en el conjunto de la sociedad y de diversas instituciones de la sociedad, cómo lo podemos pensar para el futuro. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido interesante esta presentación. Merci beaucoup, Ignacio. C'était très intéressant. Muchas gracias, Ignacio. Fue muy interesante, muy importante tener este panorama histórico de la situación aquí en Chile. Tenemos dos preguntas por ahora. Una pregunta que es interesante, todas las dos preguntas son interesantes, pero una que es interesante por parte de Diana, que también saluda desde el Instituto Francés. Idiomas en la escuela en Francia. Existe una ley que protege el francés en las escuelas, segura, es la ley de 1984, que protege no solamente el idioma, sino que en general, sino que el idioma francés. Hay un artículo de los exámenes, de los concursos, de la tesis y de las memorias en los establecimientos públicos y privados, salvo excepciones que haya justamente de los idiomas extranjeros, cuando son justamente profesores asociados extranjeros. Los idiomas extranjeros también acogen alumnos de nacionalidad extranjeras, además que profesores de carácter internacional no están sometidos a esta obligación. Esa plantea la ley. La ley también... Le CP, qui est l'entrée à l'école primaire. Alors, Monsieur Akari, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter Oui, merci. Alors j'aimerais peut-être, par rapport à la question, effectivement, la question, elle pointait pas uniquement par rapport au français. Alors évidemment, le français a un statut particulier en France, mais on peut dire que la langue officielle, la langue nationale a toujours un statut particulier. Mais ce qui est intéressant en France, et d'ailleurs la même chose en Suisse, c'est le traitement différencié lié à la migration. Alors, on peut dire d'une manière générale, en France, il y a une certaine primauté aux Français et une peur des communautarismes. Sauf que quand on analyse bien la situation, la peur du communautarisme, elle s'applique beaucoup plus aux langues de la migration, notamment les langues qui sont parlées dans les banlieues, beaucoup plus qu'à l'alsacien et au breton. Donc, on peut dire que même si la France n'a pas, disons, adopté la charte des langues régionales en Europe, on peut dire qu'il y a une certaine tolérance pour avoir un enseignement bilingue incluant les langues régionales publiques. Ça veut dire dans certaines régions en France, c'est possible d'avoir un enseignement bilingue public
pour les langues issues de la migration. C'est la même chose en Suisse. Bon, la Suisse, c'est déjà un pays quadrilingue, contrairement à la France, il y a 4 langues officielles, mais on peut dire que les langues officielles sont présentes à l'école beaucoup plus intensivement et légitimement que les langues liées à la migration. Alors, je terminerai en disant que l'anglais jouit d'un statut particulier. Ça veut dire que dans beaucoup de pays, il est possible d'avoir une éducation privée et même si le pays reconnaît et recommande l'importance de la langue officielle, on tolère que les écoles internationales utilisent essentiellement l'anglais. Donc je dirais, pour ne pas allonger, on voit que l'une des difficultés de la prise en compte des langues et des cultures à l'école, c'est la hiérarchisation sociale des langues et des cultures. Moi, souvent, dans mes conférences, je dis que le multiculturalisme et l'interculturalisme fonctionnera au Chili le jour où l'école internationale anglophone à Santiago exige le mapuche, la langue mapuche, comme langue obligatoire. Donc, vous comprenez le chemin qui nous sépare d'une vraie valorisation des langues et de cultures à l'école. Parce que malheureusement, la société est basée sur des enjeux et les valeurs d'une langue ne sont pas les mêmes que la valeur d'une autre langue. Mais ça ne nous empêche pas de travailler par rapport à cet idéal et de cette utopie. Et d'ailleurs, on le remarque dans beaucoup de pays d'Amérique andine, les communautés indigènes refusent la scolarisation en langue maternelle. Donc ça peut paraître paradoxal. Pourquoi certaines communautés refusent et ils veulent l'espagnol? Parce qu'elles savent que c'est l'espagnol qui donne du pouvoir économique et politique. Et donc, finalement, on est un petit peu coincé. Il faut que les langues indigènes puissent donner que l'école les prenne en compte. Donc, ça c'est vraiment un processus tout à fait complexe et que j'ai moi-même observé en Afrique, où les familles veulent que leurs enfants soient scolarisés, parfois uniquement en français et en anglais, alors qu'elles savent bien que leurs enfants ne comprennent pas bien le français et l'anglais. Merci beaucoup. On avait une autre question de la part de Marina Palacios, qui est au Chili. Elle vous remercie. Elle vous dit que votre discours invite à une réflexion profonde. Alors, d'après vous, je pense que ça s'adresse aussi à Ignacio, hein. D'après vous, les textes scolaires et les manuels de FLE en vigueur répondent-ils à ces besoins contemporains d'équité et de démocratisation? Je répète la question. Les textes scolaires et les manuels de FLE en vigueur répondent-ils à ces besoins contemporains d'équité et de démocratisation? Alors, je peux commencer, Ignacio. Alors, oui et non. Ça veut dire, je pense que partout dans le monde, il y a un effort qui est fait pour contextualiser, pour adapter, pour changer l'image des cultures cibles dans les manuels scolaires. Par contre, je pense que l'effort est encore à multiplier, notamment par rapport justement à la présence d'images stéréotypées dans les manuels, la présence de, je dirais, de formules, formules qui peuvent être blessantes. Je dirais, moi, je vous raconte juste entre parenthèses une anecdote qui me concerne. Moi, je suis originaire de la Tunisie, j'ai fait l'école primaire dans un petit village en Tunisie et à l'époque, on n'avait pas l'électricité primaire avec un livre de lecture. La première page du livre de lecture, c'était un villageois en ville et c'était l'image d'un paysan qui essayait d'éteindre une lampe électrique en soufflant là-dessus.
Alors, c'est très loin, je suis âgé, c'était au milieu des années 60, mais cette image, vous voyez, est restée, disons, incrustée, et dans le sens, on doit vraiment faire beaucoup d'efforts et contextualiser culturellement les contenus et ne pas donner une image stéréotypée des langues et de cultures. Moi, je vois, par exemple, quand on parle c'est stéréotypé autour des danses et de la musique, alors que, par exemple, ces peuples peuvent nous enseigner beaucoup plus sur le développement durable. Ce qui est autre chose. Ça veut dire, par exemple, j'aimerais que les manuels de FLE, quand ils parlent des peuples indigènes au Chili ou ailleurs, puissent parler de leur savoir-faire par rapport au développement durable et un peu moins de la musique ou des images stéréotypées. Donc, c'est un effort collectif à continuer. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Ignacio. Bueno, quizás siguiendo Oui, con peut-être suivant justement sous l'idée que proposait Monsieur le professeur, que les manuels sont d'une certaine façon un résumé de la complexité des systèmes d'éducation pour intégrer un grand nombre de facteurs. L'interculturalité, éliminer n'importe quelle image stéréotypée d'une culture. Et cela, c'est maintenant, et c'était auparavant aussi. Souvenons-nous que les antécesseurs des textes scolaires pouvaient être parfaitement les manuels de grammaire de l'époque qui disaient, par exemple, le manuel de grammatique espagnol de Petrija, d'Antonio Nebrija, la langue et la camarade de l'Empire. C'était sa principale sentence. Et donc, évidemment, prendre en charge cet héritage, pour ainsi dire, de cette charge dans la construction des manuels, je pense que c'est quelque chose qui est encore permanent et qui est toujours dans la pensée de ceux qui se consacrent à établir les manuels comme des organismes publics et également des professeurs. Comment on peut, nous, en tant que professeurs, être attentifs et choisir correctement notre matériel et savoir conjuguer. C'est un processus finalement. Extraordinairement interculturel, mais il y aura toujours des points. Moi, je pouvais juste vous raconter une anecdote, parce qu'au-delà des manuels, il y a la question... Voy a hablarles de una anécdota, por ejemplo, el tema de los exámenes On a Chili partout dans le monde, en particulier les examens de DELF-DALF, n'est-ce pas? Et pour les gens qui apprennent le français, mais on sait que, par exemple, le niveau A1, c'est se présenter, parler de soi, etc. Et je me souviens quand j'étais directrice pédagogique au Honduras, j'avais écrit à l'époque au CIEP, donc, qui nous envoyait les examens à faire passer pour les petits, pour le DELF Prime. Parce que j'ai dit, nous, on ne peut pas choisir. Il y avait deux histoires, ils devaient décrire une histoire comme un peu une bande dessinée, sans texte. Et il y en avait une, c'était des neiges. Et l'autre, un autre contexte qui était vraiment un contexte typique des pays du Nord, des pays européens. J'aurais dit, il faut que vous mettiez des choses dont un enfant hondurien, mais je comprends aussi un enfant australien, un enfant philippin puisse parler. Parce qu'un enfant hondurien n'a rien à dire sur la classe de neige parce qu'il ne connaît pas ce vocabulaire, puisqu'en 1, il a appris le vocabulaire qui lui correspond.
Et si on veut enseigner le français, alors bien sûr, c'est important d'enseigner des éléments culturels sur les pays francophones, parce que les gens qui apprennent le français, ce n'est pas une obligation, mais parfois vont aller. Il faut aussi qu'ils puissent parler d'eux-mêmes, décrire leur culture, partager leur mode de vie, etc. Donc ça m'a paru important. Mais à chaque fois que j'ai fait des réflexions comme ça, soit au CIEP ou à l'Institut français, ils ont été très réactifs quand même. Et c'est vrai que c'est un rappel constant. On n'enseigne pas le français seulement en Allemagne, au Portugal et en Croatie, quoi. On l'enseigne partout dans le monde et dans des cultures différentes où les gens doivent pouvoir parler d'eux-mêmes et être inclus dans. Alors, il y avait Viviana qui voulait poser une question. Pardon, Claire, je ne sais pas si tu as repéré d'autres questions, mais moi, non. Non, non, juste celle de Viviana, effectivement. Il y a une réflexion de Marie-Noël. Je ne sais pas si tu veux la lire, Claire. Ok, je ne l'avais pas vue. Alors, je la lis. En Europe, s'est développée depuis de nombreuses décennies la didactique de l'intercompréhension entre langues apparentées et l'éveil aux langues. Ne peut-on pas envisager de construire ce sillon au Chili au vu de l'ouverture politique conjoncturelle actuelle, je vais y arriver. Il est très présent en Argentine, au Brésil. Il y a là, je crois, un terrain en friche à développer en utilisant mapudungun et autres langues. C'est peut-être plus pour Ignacio? Je n'ai pas de retour de son. Oui, on ne t'entend pas, Ignacio. Tu as ton micro éteint. Merci. En este caso de leerle. Mi respuesta es absolutamente sí. Digamos, este es el momento de construir, de pensar justamente en la intercomprensión entre lenguas. Exactamente. Sí, eso es algo que quería, no tuve el tiempo, no lo dije de manera explícita, pero indudablemente que pienso que la etapa que estamos viviendo, también porque hace un rato cuando hablábamos de los 60, los 70 y lo que estaba pasando en otras latitudes, en Chile ocurría, pero más bien en otras áreas, digamos, de acceso a la educación, acceso a la vivienda, y el tema de intercultural, de el lugar de la lengua y la cultura de los pueblos originarios, o la misma enseñanza de los idiomas en aquel tiempo, comenzó digamos, en un caso no tuvo la misma aparición que en la ley indígena, por ejemplo, en el periodo de la Unidad Popular, y tampoco, y la enseñanza de los idiomas comenzó poco a poco a reducirse. Sí, y yo creo que justamente ocurre esto en 2019, 2020. Este tema cobra más fuerza, mucha más fuerza, de la plurinacionalidad incluso estamos hablando, y es el momento preciso de construirlo, y ahí está el desafío, creo yo. Hay que construirlo, hay que pensarlo. Indudablemente que hay ejemplos interesantes en otros lugares y en Europa fundamentalmente, en los Estados Unidos,
en Asia, donde poder darle lugar a las lenguas, en este caso a las culturas, y a darle, a intentar pensar en sistemas educativos, quizás no tanto de la estructura, planes de estudio, el lunes hay clase a tal hora de este idioma, que es importante, obviamente. Eso hay que hacerlo, creo yo. Como profesor de francés lo digo. Pero también desde el enfoque de la didáctica, por ejemplo. Cómo interconectamos los saberes. ¿Qué rol juegan las lenguas? ¿Va a ser una materia solamente? Las lenguas de los pueblos originarios, ¿qué lugar ocupan? Conversaba el otro día también justamente con una profesora de Mapudungún, de segundo idioma, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que se enseña, hay 3 profesores de Mapudungún, la UMCE, que entregan sus cursos, dan cursos de Mapudungún a toda la comunidad universitaria, a los estudiantes, y hablábamos sobre este tema, ¿qué ocurre en las escuelas? Recordemos que en Chile solo al un 20%, si hay alta concentración de gente perteneciente a un pueblo originario, pueden acceder. Digamos, no es que puedan, es que obligatoriamente se les debe brindar. Pero eso no quiere decir que en los lugares donde no existan ese 20% no se tenga que hacer. Es ahí el tema. Yo creo, para volver a la pregunta de la profesora, este terreno tiene que ver justamente con planeamiento, pinturas, pero también de comunidades, personas que trabajen en pos de este objetivo y pensar justamente la intercomprensión de saberes. De saber que ser una actividad perdida, qué sé yo, tal día del año, con ocasión de tal evento histórico, y se hace una actividad, muchas veces por cumplir, y se acabó. ¿Podría yo, por ejemplo, aprender conociendo relatos de Peu, por ejemplo, de la cosmovisión mapuche? Yo creo que sí, pero hay que construirlo, hay que construirlo. Merci beaucoup, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio. Je pense que pour l'instant, on a Pienso que plus des participants. Je ne sais pas si Ignacio ou M. Akali, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, peut-être par rapport à ce qu'a dit Marie-Noël, c'est vrai, on voit un petit peu une contradiction dans la valorisation des langues et de culture à l'école. Je la résume en disant qu'il y a une contradiction entre vouloir et faire. C'est-à-dire, en règle générale, dans les sociétés pluralistes, il faut prendre en compte toutes les langues et les cultures. Alors ça, c'est un postulat. Alors après, moi, dans mes activités, quand je vois l'opérationnalisation, la mise en œuvre, il y a des défis très importants. Alors évidemment, quand des langues sont proches, l'espagnol et le portugais, on peut créer des liens français-espagnol, ça a été dit par Marie-Noël. Alors après, pour les langues éloignées, il y a la démarche de l'éveil aux langues. Alors je pense que la démarche et donc c'est important. Cela dit, on remarque un peu partout dans le monde que quand on veut prendre et valoriser des langues minoritaires,
on est confronté à un problème de standardisation de ces langues. C'est-à-dire, en fait, l'école est capable d'utiliser des langues standardisées. Et il ne suffit pas non plus qu'une langue soit standardisée pour qu'elle puisse être utilisée à l'école. Il faut de la littérature. Il faut des manuels. Et ça, c'est très difficile, on le sait. Alors, deuxième chose, il faut développer la langue minoritaire à tous les niveaux de l'enseignement. Alors, en règle générale, on s'arrête à l'école primaire, au mieux un peu au secondaire et à l'université. Et donc là, on termine par finalement ne pas prendre au sérieux les langues minoritaires. En fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, réaliser l'équité et la multiculturalité, le multilinguisme est une tâche très, très difficile en termes de politique éducative et scolaire. Et on est confronté à des problèmes techniques redoutables. Par exemple, quand une langue passe de l'oral à l'écrit, les locuteurs de cette langue la refusent un peu. Moi, j'ai vu ça au Paraguay, par exemple, où c'est le seul pays d'Amérique latine où en fait 80% de la population est bilingue guarani-espagnol. Par contre, quand on fait rentrer le guarani à l'école au Paraguay, les familles résistent parce que c'est un guarani artificiel, c'est un guarani scolarisé. Et donc, nous devons travailler en tant que chercheurs, en tant que didacticiens, pour trouver des moyens de légitimation et de partage des langues minoritaires, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que c'est une question de coût et c'est une question de convaincre les autorités politiques de faire le pas pour valoriser les langues minoritaires. Donc oui, l'éveil aux langues comme étape, mais si on s'arrête à l'éveil aux langues, je pense qu'on n'arrivera pas à déstabiliser l'héritage colonial. Merci infiniment. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là pour cette fois-ci. Temps pour vos propos, pour vos réflexions. On aura la chance de se retrouver pour la suite de ce cycle qui s'appelle, je vous rappelle, Explorer le plurilinguisme. Vous serez évidemment invité à assister au... Donc, je remercie Claire pour l'organisation, Andrea Ortiz qui est notre interprète dédié pour ce cycle de conférences et qui fait un beau travail parce que surtout sur cette conférence, à traduire dans les deux sens. C'est bien sûr les participants, l'Institut français du Chili et l'ambassade de France du Chili qui organisent ce cycle. Cette conférence sera disponible très prochainement sur la chaîne YouTube de l'Institut français, si vous voulez la revoir ou si vous voulez la diffuser. Ce serait certainement utile parce qu'on fait dans des horaires où les gens sont disponibles pour la donner, quelques-uns pour la voir, mais évidemment, tout le monde ne peut pas être là à l'horaire que nous on donne. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée, Monsieur Akari, et nos participants qui sont en Europe ou plus à l'Est encore, et une très bonne journée aux participants du Chili et des Amériques. Je vous dis à très bientôt et encore merci. Au revoir, merci.